Hexagon MMA, on n'en parle pas assez. Et pourtant, ils font du bon travail, je trouve. Donc ici, on va profiter de leur prochain main event avec Greg MMA. Donc ça, voilà, ça leur offre un peu de visibilité. Donc je voulais commencer par souligner le bon travail qu'ils font. Ils font 3 événements sur 3 semaines. Je trouve ça énorme en termes de charge de travail. Et qu'est-ce que tu en penses de manière générale de Hexagon MMA? Écoute, salut mon Chris. Euh, J'aime bien. Il y a des fight cards qui me touchent, notamment celle avec Anthony Dizzy. Là, il y a, c'est La quoi, semaine il y passée, a le week-end quelques passé, jours, ouais, ouais, cinq, ouais. 6 jours, ouais. J'ai bien aimé. Je trouvais le match-up hyper intéressant Kroll. contre David Mhm. Kroll. Euh, et régulièrement, il y a des matchs qui m'interpellent. Il y en a qui vont à la facilité, qui disent ouais, c'est des mecs de télé-réalité. C'est pas vrai. Il y a effectivement des Ibra TV qui doivent faire leur début, mais globalement, je trouve certains combats qui sont intéressants et effectivement le travail est de qualité. Même le, même s'il a laissé parler parce que il a été associé avec le Brave, l'événement qui a été à Nantes était très intéressant aussi. J'y ai participé parce qu'Ilias faisait le main event. Mhm. Non, non, je trouve que c'est du bon travail et qui mérite un peu plus de lumière. Je te rejoins là-dessus. Ah bah voilà notre sujet du jour et on plonge dedans après notre intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, commençons par Hexagone, puis on va se concentrer sur Greg MMA et puis on va voir où la discussion nous mène. Donc, Hexagone, ça fait quoi là, 17 événements qui lancent. Et je trouve que tu as directement mis le doigt sur un peu le sujet par rapport à Hexagone. Je trouve qu'il trouve un peu ce juste milieu entre, comme tu dis, MMA influence. On va dire ça. On va mettre Greg MMA d'ailleurs dans cette catégorie-là. Et MMA sportif. Et moi, j'ai toujours dit que ça pouvait très bien fonctionner ensemble. Tu utilises le MMA influence pour donner de la visibilité sur le MMA sportif. Et c'est comme ça que tu peux accueillir un nouveau public et le fidéliser à de la qualité de ce qui se passe dans la cage. Et je trouve ça intéressant. Moi, j'ai jamais été 100% contre les Jake Paul et tout ça. J'ai toujours un peu défendu leur cause en disant, pour nous, les fans assidus de MMA, c'est une opportunité de toucher un nouveau public, chercher à l'éduquer et faire grandir, développer le sport. Et ici, Hexagon MMA, ils le font au sein de leur même promotion. Ils font des événements avec des combats influence et avec des combats sportifs. Et ils ont, je trouve, un roster de combattants sportifs qui est très intéressant. Ils vont dénicher des amateurs pour faire leur début pro. On pense notamment à Théo Ulrich et c'est pas le seul. Ils ont des combattants pro avancés. Je crois que leur roster doit vraiment gagner en puissance et c'est potentiellement pour ça qu'on n'en parle pas encore assez comparativement à Ares par exemple où quasi tout leur roster c'est quand même des compétiteurs professionnels déjà plus avancés dans leur carrière. Mais moi je trouve l'angle très intéressant. Et en plus de ça, la production, elle est bonne, le cadre est bon. Ils font des événements dans des super endroits comme le théâtre antique d'Orange. Je crois que vous me trompez sur le nom, mais C'est ça. voilà, Ça. il y a de l'innovation intéressante chez eux. Ouais, le théâtre antique, j'ai bien aimé. Après, là, il y a un événement à Toulouse où Florani, qui fait d'ailleurs sa prépa chez moi en ce moment, à Nice, va faire un combat contre une solide combattante brésilienne. Non, ça alterne. Combat féminin de qualité. Il y a effectivement des petits jeunes qui démarrent. Moi, j'aime bien les petits jeunes de la old school, effectivement, comme Théo. Euh, il y a quand même Laïd Zerouni, même s'ils font des crossovers avec le KSW, on sait qu'ils doivent revenir, des Wilson Varela. Le Roadster a besoin d'être un petit peu étoffé, ne nous le cachons pas. Mais globalement, je te dis, je trouve que c'est quali. J'aime bien pas mal de leur fight card. Et voilà, je pense que tu as résumé ça en une phrase. Il y a beaucoup d'idées. Ils tournent beaucoup en province, donc ça permet de faire connaître l'organisation. Je pense que c'est bien des gens qui sont comme ça, des nomades et qui tournent de ville en ville. Ça permet vraiment de développer le MMA et de faire quelque chose de bien. Et effectivement, les fight cards sont intéressantes. Après, en vrai, on parle d'influencement, mais à part des call-outs sur le ring, Ibra, pour l'instant, il n'a rien fait. Non, Donc, mais il a eu un. Oui, il a eu un truc problème à à l'œil, l'œil, je ouais. crois.
un glaucome ou je ne sais pas de quoi il s'agit. Ouais, c'était sérieux. Hein. Et concernant Greg, j'aime pas dire Greg MMA parce que pour moi, le combattant qu'on voit, c'est Grégory Bouchlagen. Ouais. C'est pas Greg MMA. C'est un combattant qui était de la même époque que moi, qui a relevé de beaucoup de challenges, des Andrei Semenov et on va en compagnie. parler. On va en parler parce que son palmarès de 2006 est exceptionnel. Hein. C'est ça, et c'est pas du tout un influenceur. C'est un combattant qui fait un retour à 46 ans, ok, mais c'est un vrai fighter de MMA qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et toujours pareil, on soulève souvent ce propos, toi et moi, la culture de l'instant. Donc, les gens l'ont vu pendant un bon moment sur Karaté Bushido, pardon. Donc, c'est un influenceur. Non, c'est un fighter de MMA qui a fait effectivement une seconde carrière grâce à la chaîne de Karaté Bushido et qui aujourd'hui est devenu influenceur de par sa popularité. Mais c'est un mec je vais faire un peu le sectaire en disant ça, mais je le pense sincèrement. C'est un mec de notre famille qui fréquente les mêmes gyms et qui a été formé à la même école, celle du jiu-jitsu brésilien et du karaté, pour ne pas les nommer, tu vois. Donc, mais j'aime pas trop le terme d'influenceur. Et voilà, pour moi, c'est Grégory Bouchlagen et il va effectivement tenter un retour à 46 ans et c'est pas un influenceur. Totalement. Je pense que c'est important de me remettre à ma place par rapport à ça, parce que j'ai un peu introduit en disant influenceur et en mettant Greg dedans. Clairement, Greg est un combattant de MMA qui a fait une longue pause, hein, une pause de carrière qui est très extensive, au cours de laquelle il est resté très actif. Et moi, j'ai beaucoup aimé le contenu qu'il a proposé sur Karaté Bushido. Je trouve ça à la fois, il y a un côté un peu inspirant d'aller faire découvrir en situation réelle l'impact des sports de combat, de se challenger aussi en se mettant en boxe anglaise contre des boxeurs pros, en se mettant en grappling contre des grappleurs pros, etc., etc. J'aime bien l'angle qu'il prend. Ça permet encore une fois d'ouvrir les portes vers un public nouveau. Et là, effectivement, il fait un retour en MMA. Mais on va être aussi honnête, il est en carte principale, enfin, il est main event parce qu'il s'est fait connaître grâce à Karaté Bushido. Il n'est pas main event parce qu'il était à 6-6 il y a 10 ans contre des gros noms de MMA. Il y a un peu les deux qui rentrent dans l'équation. Chris, moi je te parlais du combattant. Après, sur Fight Mind, on a toujours pris le parti de l'honnêteté et du discours franc. On passe pas par derrière pour parler. Je pense que d'un point de vue choix de carrière, c'est pas bête parce que le ring rust, ça existe. Là, c'est même pas, il est rouillé, il a rien fait pendant 20 ans en termes de combat officiel. Après, il prend son temps sur les match-ups. Effectivement, c'est pas des combats entre guillemets avec des adversaires très capés et très dangereux, disons-le clairement. Donc, effectivement, par contre, le statut des combats est dû à sa popularité. Ça, il faut le dire, il faut être honnête. Et tu as raison de le souligner. Mais c'est pas un influenceur. Après, oui, est-ce que les 3 combattants qu'il a pris, comment dire ça, mais de façon vraiment rigolote, hein, j'ai pas du tout envie de me concurrencer avec Grégory. Est-ce qu'il m'inquiéterait en sortant de ma retraite? Très honnêtement, non. Mais il a le mérite d'y retourner, de se remettre en question et de se remettre en forme. Et c'est tout à son honneur. Après, je réponds à ta question directement. Non, ça ne mérite pas d'être main event. Si on fait abstraction de sa popularité, ce n'est pas des combats qui méritent d'être main event d'un hexagone MMA. Voilà, en fait, c'est typiquement ça. Je pense qu'on va trouver un juste milieu là-dessus. On va peut-être commencer par respecter la carrière professionnelle sportive de Greg qui remonte à 2004-2006. Attends, hein. D'ailleurs, 2003 même, son premier combat contre Ben Dandois, qui est un peu un pilier belge du MMA. Donc, belle victoire ici. Et quand tu regardes son palmarès, en fait, il n'y a que des gros noms. Mark Ware, gros nom. Matt Ewing, gros nom du MMA. Andrei Semenov, qui a gagné un tournoi middleweight au M1, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Gros. C'était la team de Fedor avec vraiment une équipe d'assassins à cette époque. Et puis, il arrête sa carrière sur 3 défaites contre Rohan Carneiro, qui est passé par l'UFC, contre Paolo Filho, qui est devenu champion WEC, si je dis pas de bêtises, et Gegard Mousasi. Donc, aucune des 3 défaites est honteuse. Aucune. Non, c'est surtout que c'est des légendes, même s'il n'y avait pas le même impact qu'aujourd'hui, il prend des légendes. Hein, clairement.
En fait, Greg, dans sa carrière de cette époque-là, il s'est challengé face au plus haut niveau. La plupart de ceux Ah, qui l'ont battu sont allés à l'UFC après, ou sont restés dans des très grosses promotions. Et il a battu des mecs qui sont allés à l'UFC par la suite. Donc c'est un gros niveau qu'il avait à cette époque-là. ah non, non, mais vraiment, moi, c'est un combattant que j'ai regardé et qui relevait beaucoup de challenges et à une époque où c'était compliqué en plus, et de prendre des combats et même de s'entraîner, tu vois. Il y avait très peu de pratiquants, encore moins dans le sud chez moi. Mais ouais, c'est une très lointaine époque où, pour ceux qui veulent savoir à peu près, Hatch n'avait même pas commencé ces séries d'événements à cette époque et il y avait même pas encore le Pancras qui avait été créé. Voilà, on Ah parle de bah cette voilà, époque-là. ça permet de mettre en perspective. Je crois que c'est une époque où je commençais à peine à regarder le MMA moi-même. Donc là, c'est clairement la carrière de Greg. Pour moi, c'est de la rétrospective. J'ai dû aller regarder après. Enfin, c'est pas du live. Pour moi, c'était pas. Je n'ai pas suivi sa carrière D'accord. en direct comme tu as pu le faire. C'était vraiment quand je me suis intéressé au MMA, ben, son nom est sorti comme combattant français à suivre et j'étais allé voir ses combats a posteriori pour ceux qui étaient disponibles en tout cas à cette époque-là. Donc voilà, je pense que c'est bien d'établir la base. Carrière très très respectueuse quand il était sur le chemin sportif. Ensuite, il a fait son parcours sur différentes routes, notamment YouTube, et c'est là où il a vraiment explosé. Et comme on l'a déjà dit, des sujets très intéressants, une mise en pratique très intéressante des sports de combat, enfin, se challenger, chose que tout le monde ne ferait pas, euh, face aux meilleurs dans leur domaine à eux. Et là, il se relance, il a 46 ans. Euh, Quelle est ta position par rapport à ça? Quelqu'un qui se relance aujourd'hui à 46 ans, après ne plus avoir combattu pendant 15 ans, mais en étant resté actif dans les sports de combat. Euh, Ça impose le respect aussi, je trouve. Je ne sais pas si Bien tu sûr. si es aligné avec ça, ouais, Ah, on est d'accord. non, non, je suis entièrement d'accord. Et comment dire, l'idée et il mérite le respect, mérite même plus que ça. Je trouve ça exceptionnel. Après, le MMA, c'est un sport. euh, je vais, je vais utiliser des termes un peu techniques, mais si t'es pas contesté dans ta pratique, tout va bien. Tu vois pas la difficulté de ce sport. C'est-à-dire que là, le retour, pour moi, il est sportif. Il a pris la peine de s'entraîner et il mérite rien qu'à ce propos tous les égards et le respect possible. Sauf que là, on n'est pas en train de faire ses éloges post-mortem. Hein, il est toujours vivant. Et donc, on doit analyser ce qu'il nous a proposé depuis qu'il est là. C'est le travail qu'on fait sur Fight Mind. Et force est de constater qu'il n'a pas été contesté dans la cage de par le niveau de ses adversaires. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est là que ce sport, il pardonne pas. C'est-à-dire que quand tu as un mec en face qui impose son rythme et qui vient vraiment t'exploser la tête et qui a les armes pour le faire, là, tu es dans la difficulté, tu es sous l'eau, dans les ténèbres, et c'est là qu'on va voir la qualité de son retour et de sa préparation. Ça, c'est pour avoir une analyse plus sportive et plus terre à terre. Je ne sais pas si le prochain adversaire qui est plus jeune que les autres, mais qui n'a pas un Hmm. palmarès de fou, va pouvoir le faire. Mais Hmm. voilà, ce sport, il est beau quand tu vas en eau profonde et que le duel est réciproque au niveau Hmm. des qualités physiques et techniques. Là, pour le moment, c'est Du 85-15, chaque fois à son ouais, avantage. c'est comme une équipe de première division qui fait des matchs amicaux avec une équipe de division d'honneur. On va Ouais. pour ceux qui parlent pour les footeux qui nous suivent, voilà, ça donne ça. Donc Ouais. il y a l'envie de retourner et c'est pas facile et ça demande du temps et ça demande beaucoup d'efforts et ça demande 15 à 20 heures par semaine, sans compter qu'à nos âges, parce que je suis pas très loin de lui, la récupération est plus difficile et les coups font plus mal. Mais pour le moment, pour moi, il a fait la moitié du chemin. Il reste les 50 autres pourcents Hmm. Mais au niveau du match-up. je trouve que ça rejoint une discussion qu'on a souvent avec Brian par rapport à l'UFC. Tu vois, tu nous as certainement déjà entendu parler de ça, mais pour nous, il y a vraiment la voie sportive où tu as des mecs, voilà, ils sont là pour la ceinture et il faut les matcher les uns contre les autres pour les monter jusqu'à la ceinture. Et puis tu as des gars qui ont fait leur carrière et tu sais que c'est plus des challengers au titre. On prend toujours l'exemple de Wonderboy Thompson. Il y en a une panoplie d'autres où tu sais Ouais, qu'aujourd'hui, leur prime est dépassé, mais ils peuvent encore offrir des belles choses dans la cage. Et donc, on préfère que tous ces profils-là s'affrontent les uns contre les autres plutôt que de voir des Wonderboy contre des Shavkat Rakhmonov. Et ici, pour Greg, je trouve que c'est un peu la même chose.
il a 46 ans, son prime est derrière lui, ses belles années sont derrière lui. Étant donné que son objectif n'est pas 100% sportif, je le vois, enfin, tu vois, il va jamais parler du UFC, tu vois. Il va pas dire j'ai envie d'aller à l'UFC, il va pas dire enfin, il sera pas pour je sais pas s'il y a une ceinture light heavyweight à l'Hexagone, mais je crois que lui, son but, c'est revenir à la compétition, voilà, mettre son art au profit de l'Hexagone. Et dans ses négociations, il a probablement négocié de chaque fois être favori à 85-15. Donc, moi, le seul truc que je n'aimerais pas dans ce genre de situation, c'est d'essayer de vendre ses adversaires comme des adversaires qui sont méga solides ou qu'on est vraiment dans un mode sportif. Non, là, clairement, respect à lui parce qu'il revient à la compétition, il se donne à fond, il respecte le sport parce qu'il s'entraîne pour pouvoir performer, mais ses adversaires sont bien sélectionnés et ça, c'est la réalité. Oui, oui, mais on se devait de l'expliquer comme ça. Après, est-ce que il va rentrer dans un challenge plus sportif? Ben, c'est l'avenir qui nous le dira. Manifestement, là, je te dis, on fait un gain dans l'âge et dans la fraîcheur donc de l'adversaire, mais pas forcément au niveau du palmarès. On verra. Non, mais je connais bien l'adversaire parce que l'année passée, je commentais le Cage Warriors pour RTL. Ouais. Et donc, il a combattu contre l'ancien de l'UFC surnommé The Dentist. Attends, je l'ai ici. Ah, Darren Stewart. C'est ça. Après, et du coup, je m'étais renseigné sur le gars. Oui, non, mais bon. En fait, c'est ça le truc. C'est que sa carrière, il a une carrière en boxe anglaise 0-14. 0 victoire, 14 défaites, 13 défaites par KO. Sa carrière en MMA, il est à 11 victoires, 8 défaites. Donc tu regardes comme ça, tu dis pas mal. Sa plus belle victoire, c'est contre un mec qui a 2 victoires, 1 défaite. Tout le reste, c'est des gars, c'est des 0-0, des 0-2, des 1-8. Voilà, sa plus belle victoire, quand tu regardes les palmarès contre qui il a gagné, il y en a un seul en positif, c'est un 2-1. Et puis, il a des défaites contre des Darren Stewart, mais il a aussi des défaites contre Suren Manukian, qui était à 1-0 quand ils se sont rencontrés, alors que lui était à 9-7. Donc, voilà, c'est... Si tu vas un peu plus loin, tu te dis, OK, il affronte un gars à 11-8 avec 10 ans de moins que lui, ou... Ouais, c'est ça, il a 29 ans, donc 15 ans de moins que lui. Tu es là, tu fais, OK, challenge sportif. Et après, tu vas un peu plus loin dans le palmarès, tu dis, non, s'il vous plaît, ne vendez pas son adversaire comme un gros challenge sportif, parce que, encore une fois, Greg, ici, il est ultra favori dans ce combat. Il prend son temps. Allez, on va dire qu'il prend son temps au niveau du match. Attention, c'est pas une critique. Hein. Moi, à la place de Greg, typiquement, ce qu'il fait, c'est bien. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'en termes de communication, la façon dont on vend le combat, on n'essaie pas de nous vendre son adversaire, j'ai même plus son nom, comme un challenge sportif. C'est juste voilà, un nouveau combat de relance. Antonio Zovac. Okay. Voilà, c'est un adversaire qui a été sélectionné, encore une fois, pour mettre en avant Greg. Et c'est un bon choix. C'est ta star. Tu dois le soigner. Donc c'est intelligent. Attention, il assure la promotion, effectivement. On n'a pas les chiffres, c'est plus compliqué qu'avec l'UFC Fight Pass et ce genre de trucs, mais je pense qu'il participe vraiment grandement au rayonnement d'Hexagone et à l'intérêt porté à l'organisation. Et au MMA. Et bien sûr. Ouais. Et même, je rebondis 2 secondes sur ce que tu as dit, le format de Karaté Bushido, j'aime bien parce que c'est le magazine en fait. C'est Bushido, moi j'aime beaucoup, c'est la voix du guerrier. Tu te frappes avec des mecs qui sont plus forts que toi et qui sont des pionniers, des génies de leur discipline. Tu vas te battre avec eux dans leur discipline. Il s'est pris Baki, il s'est pris Saladin, il a fait tout le monde. Hein. Il a fait tout le monde. Il a pris Thomas Louberzan. Alors que Thomas, c'est un avion en termes de lutte et de grappe. Et pourtant, il est allé grappler contre. Donc, il a fait des trucs exceptionnels et il s'est pas ménagé. Tu vois, le combat de boxe anglaise où il se fait quasiment mettre KO par Bakary Samaké, c'est pas facile, tu vois, d'aller faire le truc. Donc, il mérite beaucoup de crédit. Je pense qu'il a fait découvrir le MMA et bon nombre de champions de cette discipline à beaucoup de gens. Et je te dis, là, on n'est pas du tout en train de faire son procès. On parle de l'actualité et de ce qu'il fait. Et je pense qu'il met en lumière Hexagone MMA de façon exceptionnelle. Ouais. C'est juste que, effectivement, pour le moment, le challenge sportif est une remise en forme. Voilà, une remise en forme. En fait, moi, la façon dont je le vois, je ne sais pas pour combien de combats il a signé, mais selon moi, stratégiquement, que ce soit pour lui ou pour Hexagone ou même pour le MMA
en France de manière générale pour le développement du MMA, je trouve ça intéressant qu'ils prennent des combats dans lesquels il est chaque fois favori. Il ne faut pas que ce soit scandaleux non plus. Voilà, là, la réalité, c'est qu'il prend quelqu'un qui a un palmarès positif, qui a clairement construit son palmarès face à des gars qui étaient incapables de gagner un combat, mais lui est capable de gagner un combat. Donc, tu rentres jamais dans une cage avec le risque zéro. Son adversaire. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est vrai que ça, c'est le dernier truc, ce qui est très intéressant avec son adversaire, parce que je l'avais souligné quand je commentais le Cage Warriors, il a aucune décision. Aucune. Le mec est à 11-8, il a 19 combats, il y a 0 décision. Donc, qu'il gagne ou qu'il perde, c'est par finish, c'est quelqu'un qui va à la guerre. C'est kill or be killed. Donc, il y a un style assez intéressant à ça. Donc, ça reste un profil dangereux. Greg est favori et c'est logique. Pour Greg, c'est logique. Pour Hexagon MMA, c'est logique. Et pour le MMA, c'est une bonne chose. Donc, comme je reviens sur mon fil d'idées, je ne sais pas pour combien de combats il a signé. J'ose imaginer que dans sa tête, il y a une limite. Il ne va pas combattre jusqu'à 55 ans et prendre que des combats de ce genre-là. Je pense qu'il a peut-être signé pour 5. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre 4 combats dans lesquels il est favori et finir un combat où on est vraiment dans le sportif, où on est vraiment dans le challenge sportif. Peut-être pas face à un jeune loup, hein, mais face à un autre profil comme lui, qui est encore très bon à son âge, ou quelqu'un qui est intermédiaire comme ça. Mais voilà, je pense que ce serait quand même intéressant qu'il finisse par quelque chose où tu dis, OK, là c'est un 50-50, c'est très intéressant. Il va devoir se donner à l'entraînement et finir là-dessus avec une communication sur justement Bushido, tu vois, l'esprit guerrier. Ouais. J'aime bien la projection. C'est quelque chose. Si toutefois, au bout des 5 combats, ça doit être le dernier, ça doit être le jubilé, je pense que c'est bien d'essayer de trouver un challenge sportif à sa portée en termes de fight, mais un truc intéressant. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Diabaté, t'es où? Non, je déconne. Non, mais tu vois, imagine, t'as Diabaté qui sort aussi de sa retraite. Et bon, Diabaté, il a atteint un niveau supérieur à celui de Greg au cours de sa carrière. Mais voilà, un nom comme ça où tu dis, OK, c'est un pionnier du MMA qui revient et t'as vraiment une intrigue. Tu vois, tu demandes, OK, qu'est-ce qui peut se passer dans ce combat? Des fois, Cyril, il m'énerve. Hein. On a eu des petits. Par contre, il est plus jeune, non? Cyril, il serait favori. Sur les réseaux sociaux, mais quand même, Cyril, c'est une méga légende. Et que ce soit l'Open de New York en Shidokan, les combats de boxe thaï, les combats contre Rufus et sa carrière à l'UFC, c'est une méga légende. Moi, il a 50 balais. Ouais, que j'avais beaucoup de respect pour lui et sportivement. Et tout, c'est vraiment une méga légende. Rien à dire sur Cyril, sinon lui donner énormément de respect. Ah. Bah, tu vois, il y a 4 ans d'écart avec Greg qui serait plus jeune. Le dernier combat de Cyril, c'était en 2014. Il me semble qu'il y a une limite max qui est 50 balles piles. Regarde, ils en avaient parlé, si tu te rappelles bien, quand Jérôme a fait son dernier en France, puisqu'il continue à combattre au Japon. Et je crois qu'il a fait un petit step-up en Afrique, Jérôme Le Banner, bien sûr, et qui a 50 ou 51. À l'époque où il avait fait Le Havre, qui était le deuxième combat d'ailleurs de Virgil Hogan, il disait que c'était le dernier parce que c'était également des raisons fédérales. Après, c'était la limite 50 ans. Pile. Ouais, bah, c'est en France. Ouais. Hexagone, ils ont déjà fait un événement en Hollande. À Dubaï, ouais, c'est ça. À Dubaï aussi. Ouais. Donc ils pourraient inaugurer la Belgique. Hein. Tu fais dans le sud de la Belgique, le public français monte pour voir un combat comme ça. Et au moins, ce serait autorisé, parce que chez nous, c'est autorisé. Il n'y a pas ça. Parce qu'il n'y a pas ce genre de vérification. Bon, petite transition, on a clôturé je trouve qu'on a bien parlé de ce sujet en 23 minutes. Donc, comme on est sur un coach talk, discutons d'autres trucs. Combien d'argent faut-il sortir pour revoir Aldric Cassata dans une cage? Franchement, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'adversaire. Lui, je l'aime pas, je le prends. Cette question, elle est intéressante parce que je viens de finir le Warrior Nikaya Fight Night pour lequel j'étais moi-même matchmaker. Et d'ailleurs, après que je répondu à la question, il faut parler de ces trucs-là, du matchmaking fait par les boîtes de management. Je trouve que c'est très intéressant, un sujet qui a été évoqué par Maître Fumier et que je trouve très, très, très intéressant. Mais ça, d'abord, je vais te répondre sur le fight. Et en fait, bien évidemment, j'ai moi-même Thibaut Colloy qui a fait un retour à la compétition à 38 ans, que j'ai vu faire, se préparer et qui avait fait un break de 6 ans quand même, Thibaut, et qui a vraiment fait un magnifique combat et qui a gagné. Et en fait, la seule chose que je me rends compte en voyant ça, c'est que c'est possible.
Et moi, en plus, je suis plus jeune que Greg. Mais il faut du temps, il faut de l'investissement. Et le problème, c'est que c'est vraiment un truc qui pourrait me chauffer d'en faire un parce que tu as toujours envie de refaire ça quand tu as connu ça comme moi je l'ai connu. Mais il faut du temps. Et tu vois, regarde, si je te donne un état de ma journée d'aujourd'hui, j'ai pu quand même faire du sport, tu vois. J'ai fait la prépa physique de Manon, on est allé courir ce matin à 8 heures du matin. Ensuite, entraîné, j'ai fait la préparation d'Axel Sola et de Sofiane Boukichou sur l'entraînement collectif à 10 heures. À 14 heures pile, j'étais avec Sofiane et Kalim Mastouri pour travailler des choses spécifiques au game plan. À 16 heures, je prenais Théo Muris et Manon Fiorot sur un travail spécifique de boxe. Donc, c'est vrai que comment dire, la fatigue, la charge mentale, la fatigue générée par tout ça rendent une préparation quasi impossible parce que quel est le trait commun d'un fighter professionnel? C'est d'être égoïste et de penser à soi. Et le problème, c'est que quand tu diriges une équipe et que tu prépares des affrontements très importants pour lesquels on te sollicite pour superviser la prépa, faire le game plan et tout ce qui va avec, je pense que c'est pas compatible en fait avec la préparation d'un combat où tu dois penser à toi, à ta récup, à ton entraînement et du coup c'est hyper compliqué. Donc malheureusement pour le moment je suis forcé de constater que c'est quasi impossible. Après, si dans un futur où je suis pas trop vieux, j'ai un peu plus de temps dédié à ça pour X ou Y raison, je reconsidérerai. Mais au moment où on se parle, en plus, c'est vrai que quand tu regardes un combat et que tu vois tes frères d'armes revenir à la compétition, ça peut être motivant. Mais quand j'analyse ça de façon claire et sensée, j'aime bien ce que je fais. Tu vois, Ouais. j'aime bien entraîner mes gars, j'aime bien les échanges que j'ai avec toi dans nos podcasts. Et du coup, est-ce que je serais prêt à mettre tout ça entre parenthèses dans un sport où la culture de l'instant est tellement importante que si tu fais une pause de 3 mois, peut-être que tout se chamboule derrière et que tu peux plus revenir en arrière sur tes choix. Je suis pas sûr, honnêtement. Mais c'est vrai que ça démange toujours, même quand tu es passé vraiment de l'autre côté de la barrière depuis un moment, puisque moi, mon dernier date de 2017, si je dis pas de bêtises. Ça démange toujours, même 7 ans après, quoi. Ouais, je peux comprendre. C'est presque addictif hein, comme sport. Et on Ouais. le dit souvent, on le voit souvent justement. C'est peut-être un sujet pour un autre coach talk. On a déjà un peu touché dessus, mais quel est le meilleur moment pour prendre sa retraite? Et je pense, il me semble qu'on a déjà eu cette discussion, mais ça peut être intéressant d'en faire un podcast Ouais. à part Enfin, entière parce que bien sûr. on voit souvent des mecs. Et il y a toujours le serpent qui se mord la queue. C'est je veux sortir, enfin je veux arrêter ma carrière sur une victoire. Et puis quand tu gagnes, je suis encore capable de gagner, alors je peux encore en refaire un. Et puis ton prochain combat, tu le perds. Ah ouais, non, je peux pas arrêter ma carrière sur une défaite. Et en fait, c'est C'est une ça. boucle infinie. Tu dois attendre d'avoir une égalité ou j'en sais rien, tu vois. Et après, l'égalité, c'est frustrant. Tu veux la revanche. Donc, il y a beaucoup de mecs comme ça. Hein. On pense évidemment à Tony Ferguson, mais il y a beaucoup de mecs comme ça qui ont une fin de carrière. Chuck Liddell, Anderson Silva, BG Penn, où c'est le déclin absolu. Et certains disent, ouais, c'est l'argent. Et puis d'autres, moi, je pense aussi que c'est pas que l'argent, c'est aussi l'addiction. Parce que l'argent, quand tu as un profil comme BG Penn, comme Anderson Silva, tu sais le trouver ailleurs qu'en rentrant dans une cage. Tu donnes des cours et tu l'as cet argent. Donc, Ouais, c'est vrai, mais après, la sensation est très addictive et c'est pas la même quand tu coaches quand même. Faut être honnête ah oui, mais c'est pour ça que je dis c'est pas financier. et C'est souvent parce que c'est addictif. c'est ça. L'adrénaline d'un combat est addictive. Ouais, je suis d'accord. Et même quand tu dis, ouais, je transpose ça, non, tu transposes rien du tout. J'adore le travail de head coach et d'entraîneur et je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est pas la même sensation que quand c'est toi Non. qui va te battre et qui va te remettre en question. Parce que c'est ça, en fait. Le combat, c'est une remise en question permanente et comment dire, toutes tes certitudes, elles peuvent disparaître en quelques secondes. Et c'est ça qui est beau, qui est dangereux et qui est stressant et qui est excitant. Et tu retrouves jamais la même chose en tant qu'entraîneur. Mais voilà, je pense que ce sport, souvent, je suis le premier à dire, ouais, il a manqué de respect à ce sport de par son manque de préparation et tout. Et je ne me verrais pas faire ça, en fait. Ouais. Je n'ai pas pu toujours bien me préparer parce qu'on parle toujours d'une autre époque où on travaillait la nuit en tant que portier de bar, de pub ou de discothèque. Mais
Mais bon, à cette époque, beaucoup de gens faisaient comme moi, tu vois. Mais si demain matin je devais revenir, ce serait vraiment avec au moins un investissement total et qui est malheureusement pas compatible avec head coach du Boxing Squad. Ouais, c'est ça, parce que la réflexion que tout le monde se fait, que les personnes en ta position pourraient se faire, c'est ok, si on me propose un combat, ben, il faut que la somme qu'on me propose pour ce combat compense la somme que je perds en prenant du temps pour m'entraîner plutôt que prendre ce temps pour générer du revenu. Mais ici, toi, c'est même plus une question d'argent, c'est une question de responsabilité. Tu as le boxing squad, tout le monde compte sur toi et ta présence. Tu peux pas te. Il y a des métiers dans lesquels tu peux déléguer. Alors, tout le monde va dire personne n'est irremplaçable dans aucun métier, mais voilà, quand tu es head coach d'une équipe, c'est un peu plus compliqué de te mettre entre parenthèses pendant 3 mois que dans certains autres métiers. Donc ici, je comprends la complicité. Faisons un revirement de sujet. Tu en as un tout petit peu parlé. Warrior Nikaya de Nice, et plus particulièrement. Donc d'abord, félicitations. D'abord. Deuxième chose, comment ça s'est passé? Toi, tu m'as dit que tu étais un peu drainé après l'événement et que tu Ouais, ferais les choses différemment pour un deuxième. ouais. Précise-moi ça un peu, comme ça introduit un peu le Ouais, ouais, sujet. Et mets le contexte aussi pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. ouais, Premier bien sûr. événement à Alors, Nice, etc., etc. Warrior Nikaya, c'est la première organisation de MMA à Nice. Moi, je n'avais pas un rôle d'organisateur, j'avais un rôle de matchmaker pour vraiment la première fois de ma vie. C'est une tâche qui me tenait vraiment très à cœur et j'ai essayé vraiment de le faire de la façon la plus. Alors, t'es jamais neutre. On va évoquer ça sur d'autres orgas aussi pendant cette discussion, mais le principe, c'était un peu boxing squad contre le reste du monde. Après, t'as pas du tout envie de mettre tes gars dans des pièges, mais je voulais vraiment éviter le 80-20 ou le 90-10 pour mes gars parce que ça n'aurait eu aucun intérêt et on est quand même là pour éduquer un public et Mhm. pour faire découvrir ce sport. Donc, il y a des défaites, tu vois, et je dis pas qu'elles me font plaisir, je dis qu'elles relatent le, la neutralité que j'ai mis dans mes match-ups. C'est-à-dire que en amateur, j'ai fait lourd parce que c'est pas grave. Pour moi, une défaite en amateur, je l'ai toujours dit, n'est pas impactante du tout dans la carrière du combattant. Donc, je me suis pas du tout préoccupé des match-ups. J'ai pris. On a des défaites. J'avais le début de German Andreev, qui est un prodige du judo qui a perdu son premier combat. Et il y a bien évidemment beaucoup de victoires. Kalim Mastouri, Théo, Thomas Muris. Il n'y a que Orges qui a fait un no contest à cause d'un hypoc, mais c'est pas grave, ça le prépare à la carrière pro. Et en professionnel, il y a des défaites aussi. Martin Cos et Christopher Jacquelin, qui nous étaient prêtés par Arès, qui avait permis de le libérer. Et je ne dis pas que c'est bien, mais au moins, voilà, j'ai essayé de faire des match-ups où il y avait Équitable, juste. voilà, Mhm. de la difficulté. Et ça, c'était difficile. Et ça va plus loin, en fait, le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, souvent, tu m'as entendu dire cette phrase, Chris, on dit, ouais, nous, on allait se battre pour 300 balles ou 500 balles et un sandwich. OK. Et c'est rigolo parce que c'était l'époque qui était comme ça. Là, aujourd'hui, on va dire que quand tu t'adresses, et je vais dire le mot fond du panier, mais surtout, que les fighters qui nous écoutent ne s'offusquent pas. C'est juste pour donner une tranche de rémunération. Je ne dis pas que tout le monde passe par le fond du panier au début de sa carrière, hormis ceux qui ont la chance d'avoir eu un palmarès IMAF qui peuvent être un petit peu plus considérés financièrement, mais tout le monde passe par le 800-800 ou le 1000-1000 ou le 1005-1005. Et encore, parce que si on veut donner des pistes à des combattants qui veulent gagner pas mal dès le premier combat, il y a la voie IMMAF, il y a aussi la voie marketing, branding. Tu vois, t'arrives, t'as 50 000. Paul Dena, quand il va faire ses débuts pro, même s'il gagne pas les IMMAF, il va pouvoir négocier un beau cachet. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Mhm. C'est vrai ce que tu dis. Il y a également, tu as raison, la visibilité Ouais. que tu amènes à l'organisation. Et c'est quand même très compliqué parce que tu t'adresses à des semi-pros, en fait. C'est des gens qui ont du travail, c'est des gens qui ne peuvent pas prendre le temps nécessaire à la mise en place d'un training camp adéquat. Donc, il y a des blessures. Enfin, en fait, faire une fight card sur ce type-là même d'événement, c'est compliqué
à cause de ça. Je pense que dès que tu t'adresses au segment légèrement supérieur, le 3-3, 4-4, 5-5, qui est plutôt la cible d'un Ares aujourd'hui et de quelques fighters d'Hexagone, tu es plus tranquille au niveau du match-up quand même, parce que là, tu arrives dans des pourcentages de blessures qui sont identiques à ceux de l'UFC. Et si je devais donner un chiffre comme ça, je le mettrais à 10%, tu vois, de chances de blessure. Là, non. Là, tu as des pull-outs de dernière minute, tu as des gens qui ne sont pas capables de générer les papiers médicaux. Et du coup, tu as du pas sérieux mélangé avec du sérieux. Et c'est hyper compliqué du coup de monter une fight card et vraiment, quels que soient les matchmakers de France et de Navarre, les Jean-Baptiste Shelby, les Mathieu Nicourt, les Fernand Lopez et Benjamin Savati, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment pas facile de faire ça au quotidien. Moi, ça m'a pris beaucoup d'énergie et ça a mis beaucoup de mauvais karma dans mes… En fait, on parlait de mes journées, tu vois, pour te compléter mon emploi du temps. Ok, c'est chargé. Ok, je vais d'une salle à l'autre puisque il y a des cours que je fais au Maccabi et d'autres que je fais sur ma salle de Nice-Ouest et ces salles sont séparées d'une dizaine de kilomètres. On est à Nice, hein, c'est pas non plus Paris. Mais il y a un sentiment de satisfaction qui est généré par une prépa qui se passe bien, une progression, un mouvement qui a été automatisé. Enfin, les satisfactions d'un head coach que tu connais très bien toi-même, Chris. Et là, en fait, il n'y a pas de satisfaction, en fait, parce que la fight card, tu bosses dessus et en fait, tu as que des éléments néfastes et anxiogènes qui viennent se greffer heure par heure et voire minute par minute. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress généré et tu es quand même content quand ça se termine. Après, comme je l'avais dit, quand ça se passe bien, que tu as la soirée qu'on a eue, que tu fais quasiment 2000 personnes et que les combats sont de qualité, il y a un sentiment de satisfaction, bien sûr. Et quand je disais que si je devais le refaire, je le ferais différemment, c'est au niveau effectivement des équipes, que ce soit des équipes de suivi, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau de l'organisation en elle-même. Ouais, je me soulagerais un petit peu plus parce que là, la charge émotionnelle, elle était peut-être… quand tu cumules ça à une double ceinture d'Ares avec des camps en cours et une négociation de la suite de la carrière de Manon Fiorot pour citer que la partie visible de ce qu'on est en train de faire en ce moment, de l'iceberg, c'était effectivement hyper anxiogène et compliqué, vraiment très compliqué à vivre au quotidien. Ouais, les gens se rendent pas compte. Moi, quand j'organisais mes événements, je travaillais aussi full time, et donc je devais travailler sur mes événements en dehors de mes heures de travail, donc généralement de 18 à 23 heures. Et le dernier événement que j'avais organisé moi-même, donc pas celui pour la sueur où j'avais quand même du support, mais celui avant, c'est le Cage Warriors Academy de Bruxelles. J'avais eu en 19 jours 13 désistements. Ouais, c'est compliqué. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, c'est 13 désistements, ça veut dire prévenir l'adversaire que son adversaire n'est plus là, en chercher un nouveau, négocier avec le nouveau, réécrire un contrat pour le nouveau, réécrire un contrat pour l'adversaire qui était initialement prévu, refaire les visuels, refaire la promotion, refaire le marketing, etc., etc. Quand tu fais ça tout seul, parce que moi à l'époque j'avais une petite équipe avec moi, mais tout ce qui était matchmaking plus visuel, Photoshop plus publié sur Facebook à l'époque, c'était tout seul. C'était une charge de travail énorme. Et comme tu dis, c'est quand tu as d'autres choses à faire sur le côté. Si matchmaker c'est ton rôle, c'est déjà très stressant, très anxiogène, mais c'est ton métier. Quand c'est un à côté, ça te plombe tes journées, ça te plombe tes soirées, ça te plombe tes nuits même. C'est ça, et c'est pour ça qu'après, alors, moi là, sur ce coup-là, on s'en est bien tiré, on a réussi à avoir mais parce qu'il faut des connexions en fait. Et tu vois, ça m'amène à la réflexion suivante. Le métier de matchmaker, au moment là où on se parle, toi et moi, Chris, il peut être fait que par des mecs du milieu et notamment du management. Parce que moi, j'ai galéré finalement, mais parce que j'ai fait une demi-carte. Parce que l'autre partie de la carte était faite par mes gars et que c'était quand même… c'est plus facile. Et imagine si j'avais dû faire le même travail, mais avec une carte totale. Et c'est pour ça que c'est compliqué en fait. Aujourd'hui, c'est bien de dire
oui, il y a un problème, et c'est vrai qu'il y a des conflits d'intérêts générés par le fait que moi-même, je suis entraîneur d'une équipe, j'ai une boîte de management et j'étais matchmaker de cette organisation. Alors, d'un point de vue conscience et comment dire, et enjeu, j'ai voulu faire vraiment neutre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Pour être honnête, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des match-ups délirants aujourd'hui sur le sol français. Il y a des trucs des fois qui prêtent à sourire. Tu vois des mecs la dernière fois, j'ai vu, il y avait des match-ups de 20 ans d'écart. On reparle d'Hexagone vite fait. Et c'est pas du tout un tacle, hein, mais j'ai vu des trucs un peu bizarres hein, sur le dernier événement. Maintenant, honnêtement, j'ai pas envie d'ouvrir une polémique pour savoir si c'est des mecs qui sont managés par Mathieu, qui avaient une facilité. Mathieu, pour moi, c'est un ancien du game qui mérite le respect. J'ai pas Ah, envie je le de kiffe. formuler. Ouais, non, Ouais, j'ai pas envie de formuler une critique sur lui. vraiment Surtout pas. que, honnêtement, j'ai pas fait d'investigation là-dessus. Et nous, chez Fightman, on parle quand on a fait le travail Mhm. Ah, parce que de tu vois, façon si c'est un sérieuse. short notice, de temps en temps sur des short notice, t'es T'as pas contraint le de choix faire un aussi. truc un peu qui sort de l'ordinaire. Moi, ben voilà, Cage Warriors Academy, Donovan devait faire une revanche contre Ubergaven. Ubergaven Ouais, qui annule à 2 semaines. Finalement, je dis, ok, on va faire champ de mon ancienne promotion 360 où j'avais Donovan en lightweight contre Jean Dutrio en welterweight. Je m'étais dit, ok, je fais ok. champ contre champ. À 3 jours, Jean Dutrio qui se retire. Franchement, je fais le tour de toute apologie Europe, pas loin de la Belgique. Tout le monde refuse. Le seul qui accepte, c'est un mec qui a Chamil, qui était à 1-3, un partenaire d'entraînement de Lausanne Keta. C'était 1-3 contre Donovan à cette époque-là. Je sais pas, il était à 11-4, un truc comme ça. Ça faisait aucun sens. Mais à un moment, Mais t'as pas le choix. Je suis t'es d'accord avec toi. contraint, le mec accepte, la fédération accepte. Ben voilà, c'est un no match sur papier. Le mec accepte à 2 jours, respect à lui et C'est voilà, il ça. y a eu combat. C'est qu'en fait, les gens, ils regardent souvent sur le tapologie en disant ah, regarde-moi ce qu'ils ont fait. Mais sauf que des fois, c'est pour sauver la Ouais. participation d'un mec qui a fait un camp, qui a investi son argent, son temps et son investissement émotionnel. Et c'est compliqué. Franchement, moi, je suis le premier à le dire. C'est compliqué parce que pour l'instant, ce sport est encore un petit sport. Les mecs qui viennent combattre pour 1000 ou 2000, eh ben, ils ont un boulot, ils ont une vie. C'est compliqué pour eux de, d'être full-time au niveau de la récup. Et là, je vais vraiment dire quelque chose que je pense. Un gars qui n'a pas de boîte de management, c'est l'assurance que ça va être le bordel au niveau des papiers administratifs. Euh, honnêtement, il y a le mec quand il n'a pas une boîte de management à côté de lui, que tu t'adresses au fighter directement, les réponses tardent à arriver. Tu écris au mec sur son WhatsApp ou sur son Instagram, bah, il te répond 8 heures plus tard, quand il a fini ou quand il a décidé qu'il était disponible. Les papiers, il ne te les envoie pas, les photos, il ne te les envoie pas. Non, il faut quand même faut être Mhm. honnête dans la relation aujourd'hui, organisation, management, fighter. S'il n'y a pas une boîte de management au milieu, c'est un enfer, et ça dans 80% des cas. Donc, ce qui nous amène à la réflexion suivante, si tu veux bien. Le problème après, c'est que quand tu t'adresses à une boîte de management, tu as l'assurance d'avoir les papiers, l'assurance d'avoir les photos, l'assurance d'avoir une réponse rapide dans les plus brefs délais, mais ils vont t'emmerder autrement. Et à bon entendeur, c'est normal. Ils vont te dire, ouais, mais le match-up, là, ça va pas. Là, mais oui, mais là, mais non. Mais 50%, c'est pas assez. Est-ce qu'on peut pas changer l'adversaire? Et c'est d'autres emmerdements Mhm. qui s'ouvrent, même si c'est plus ceux d'avoir info ou d'avoir des réponses tardives. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'au final, on se retrouve avec peu de boîtes de management sur, la France, le territoire français. Et du coup, bah, c'est ultra compliqué de trouver un accord entre nous, soyons honnêtes. Après, pour établir certaines vérités, moi, j'ai aucun problème avec les match-ups qui me sont proposés à l'ARES. J'ai des mecs à moi qui ont perdu, Christo Jacquelin, comment dire, j'affiche pas que des victoires à l'ARES, mais j'ai trouvé que victoire ou défaites, que ce soit les victoires d'Axel Sola et de Virgil Haugen ou les défaites de Franck Martin et de Christopher Jacquelin, les match-ups étaient équitables. Je veux pas du tout critiquer et dire oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a rien fait du tout. Les Non. match-ups étaient, il y avait des contextes
Et si tu fais abstraction de ces contests, il n'y avait pas de dinguerie sur ce qu'on m'a proposé. Je travaille, c'est vrai, un petit peu moins sur mes fighters directs avec Hexagone, mais beaucoup sur Résilience, avec notamment l'équipe de Jean-Michel Froissart, Papy, que je salue s'il nous écoute. Et pareil pour Hexagone. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, tu avais Samantha Jean-François et Margui qui étaient champions, voire double champion de l'Hexagone. Donc pareil, et on n'a jamais eu, que ce soit Anthony Rea ou Mathieu, pas eu de problème de match-up. Donc au moment où on se parle, il y a un problème. Ça, ils ont raison, Maître Fumier, de l'évoquer. Mais je ne sais pas trop. Alors, ils ont dit un truc qui n'était pas bête. C'était qu'effectivement, si on prend le KOF, tu as Jean-Baptiste Shelby qui fait du bon travail, avec qui j'arrive vraiment moi à discuter. Et à côté de ça, tu as un Michael Lebout pour tempérer un petit peu. J'aime bien l'idée, ça. Parce que Michael est vraiment quelqu'un de neutre, même si on sait qu'il a pas mal de potes qui sont dans la team de Mustafa Aida dans le Nord. Mais Mika, c'est un vétéran du sport, moi, que j'apprécie beaucoup. Et effectivement, tu pourrais, je pense, avoir des matchmakers qui sont des mecs du milieu. Quand je parle du milieu, je ne parle pas du grand banditisme. Hein, je parle du milieu du MMA, mais voilà, un vétéran des sports de combat qui pourrait devenir matchmaker, ça a du sens. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on a dit ça, oui, ce serait bien de voir un ancien combattant juge. Oui, ce serait bien de voir un ancien combattant arbitre. Oui, ce serait bien de voir un ancien combattant matchmaker. Ça dépend des compétences de cet ancien combattant. C'est C'est comme un ancien combattant coach. Coach, c'est une compétence. On en a déjà, enfin, on a fait un épisode dessus. Bienveillance, pédagogie, empathie, etc., etc. Tous les combattants ne l'ont pas. Mais par contre, effectivement, c'est vrai qu'un matchmaker qui a de la bouteille, il va plus facilement savoir juger de 1, est-ce que c'est équitable sur papier ce combat, et de 2, est-ce que ça va plaire aux fans, parce que c'est aussi, ça fait partie du métier de matchmaker. Tu l'as dit, la satisfaction d'un matchmaker, c'est juste après l'événement, quand sa fight card a tenu la route jusqu'au bout et qu'il a pu proposer le nombre de combats qu'il avait souhaité faire dès le début. Exactement. Si tu pars sur 14 combats, est-ce que j'ai pu en faire au moins 12 le soir de l'événement? C'est une première victoire. Et est-ce que les combats qui ont été proposés ont plu au public et étaient effectivement équitables dans la cage? Voilà, si tu coches ces cases-là, tu peux célébrer le lendemain de l'événement en tant que matchmaker. Et quand je dis célébrer le lendemain d'un événement en tant que matchmaker, c'est avec une grasse matinée. C'est tout. C'est ça. Non, mais c'est vraiment un poste ingrat. Et aujourd'hui, pour toutes les contraintes que j'ai résumées, c'est compliqué. Un Mika Lebout, il fait du très bon travail, mais tu dois, en fait, au moment où on se parle, tu es obligé d'avoir un Jean-Baptiste Shelby qui met ses gars à lui. Pour la raison que j'ai évoquée, la même que moi avec le Warrior Nicalia. C'est-à-dire que si tu pars avec toute la carte à l'aveugle, et ça c'est un peu ce que tu avais fait, Chris, même si tu avais tes gars quand même globalement. Au LSFC pas, hein. Au LSFC, moi j'étais plus manager, j'étais plus coach. Donc là j'avais vraiment le challenge d'essayer de mettre, et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai mis 2 gars de cette équipe-là, 3 gars de cette équipe-là, 1 gars de cette équipe-là. C'était amateur, donc il n'y avait pas encore de management. Il y a JB, effectivement, il y avait JB Shelby qui avait quelques amateurs. Il a pu me mettre les frères Prigent et Mathilde, et je pense qu'on s'était limité à 3 chez eux. Pour le reste, c'était quasi que des contacts combattants. Par contre, quand j'organisais moi, c'est bien que tu en parles, parce qu'en fait, quand tu organises des événements, tu vas travailler à la confiance. Et quand je dis confiance, c'est est-ce que le gars avec qui je traite fait du bon boulot? Donc moi, quand j'organisais un événement, et paix à son âme, chaque fois que je dis son nom, j'ai des émotions qui remontent, mais le premier gars à qui je pensais à chaque fois que j'organisais un événement, et le premier gars à qui j'envoyais un mail pour lui demander s'il voulait combattre chez moi, c'est Roman Molodige. Pourquoi? Parce que le mec, il combat bien, il vient préparé, il vient à l'heure, il vient au poids. Dès que tu lui demandes des photos, il t'envoie des photos. Tu lui envoies le contrat, il te le signe dans l'heure. Ça se passait bien, c'était fluide. Donc, en tant qu'organisateur, quand tu traites avec un Roman Molodige, c'est fluide, c'est simple. Quand tu fais un événement et que le gars, il met du temps à envoyer les photos, il veut négocier pour 50 €, et puis la veille de l'événement, il t'envoie 4 messages pour avoir une place pour son frère, pour sa mère, pour son meilleur pote. Le jour de l'événement, il t'ennuie avec ça, et la vaseline. Tu le reprends pas au deuxième événement. C'est tout des. Et donc, pour résumer tout ça, quand tu es manager ou coach d'une équipe et que on te met au poste de matchmaker, mais forcément, tu travailles
avec des gens de ton équipe parce que tu sais que eux ils vont pas te prendre la tête. Tu vas les appeler parce que tu les appelles tous les jours ou tu les vois à la salle. On fait une photo de toi, boum, tu as la photo, signe le contrat, boum, le contrat est signé. Ça. C'est plus fluide, c'est plus T'as une crédible, colonne c'est plus vertébrale, tu sûr. vois, t'as une colonne vertébrale qui te permet de t'appuyer. Et du coup, la problématique, c'est juste de leur trouver des adversaires. Et c'est quand même sur des budgets d'organisation, comme j'évoquais précédemment, c'est quelque chose de. Sinon, moi, je te tire mon chapeau, Chris, d'avoir fait la Sueur FC comme ça, sans équipe, parce que le travail derrière, parce que après, pour que les gens comprennent aujourd'hui sur les boîtes de management. Quand tu dis sans En équipe, France, c'est sans équipe de management. Hein. Parce que ouais, sinon, c'est ça. les gens vont sortir ça du contexte, ils vont aller foutre ça sur Twitter. Eh, on a tiré sur la Sueur, Chris a dit qu'il avait organisé tout seul. Non, non, il y avait une équipe qui Mais m'aidait chez la non, Sueur. je parle Big up à Baptiste, mais voilà, pas d'équipe de management par d'équipe laquelle. de management ou même d'équipe sportive. Tu vois, là, moi, je me suis pas appuyé sur Résilience, je me suis appuyé sur Boxing Squad pour l'événement de Nikaya, parce que mon routeur du boxing me le permettait. Je pouvais faire la fight card avec mes combattants à moi, même ceux qui étaient disponibles et pas sous contrat exclusif avec Ares ou l'UFC ou d'autres organes. J'aurais pu m'appuyer sur Résilience, c'était pareil. Mais c'est ça, c'est l'assurance d'avoir un combat, de ne pas avoir une blessure fictive, de ne pas avoir un mec qui veut juste son nom sur l'affiche et qui va pull out 48 heures avant, de ne pas avoir un mec qui va faire des faux au niveau des documents médicaux. Tu vois, il y a un ensemble de choses qui sont très polluantes dans notre monde et microcosme du MMA aujourd'hui. Et c'est très compliqué. Et je pense, pour répondre à ce sujet hyper intéressant qui est celui des matchmakers et des boîtes de management, qu'au moment où on se parle, c'est compliqué de faire différemment. Après, est-ce qu'on peut envisager des formations dans le futur? Oui, mais c'est pareil, ces formations, elles vont t'informer sur des faits, sur le fond, sur la forme, mais les contacts et tout ce qui te permet d'aller chercher un mec à 2 jours d'un événement ou 3 jours d'un événement, et d'être sûr qu'il va venir et qu'il a les bons documents médicaux et qu'il ne va pas faire défaut et un ensemble de choses comme ça, c'est très compliqué. Ouais. Et pour l'instant, je pense qu'il faut laisser juste le sport grandir un peu et qu'on pourra limiter les conflits d'intérêts, mais peut-être ça va vite après la croissance de ce sport. Regarde, voilà, moi ce que j'ai toujours dit par rapport à ça, parce que ça arrivait plusieurs fois aussi en Belgique, c'est un coach ou un manager qui est matchmaker aussi, le conflit d'intérêt n'arrive que si il exagère sur les matchmaking, que c'est injuste, que tout est à l'avantage de son équipe. Ça, c'est un vrai conflit d'intérêt. L'autre conflit d'intérêt que tu peux avoir, c'est la première fois que le Cage Warriors, qui est Cage Warriors, l'entité, est venu en Belgique, ils ont demandé à Ben Dandois, dont on a parlé plus tôt dans le podcast, de les aider à faire la carte préliminaire. Le mec a mis que ses gars. Le Cage Warriors, ce n'est pas sa promotion. Et donc là, je trouvais ça un peu nul parce qu'il avait l'opportunité d'aller donner des chances à toutes les équipes belges d'être sur la carte. Et lui, il a fait 50% ses gars et puis il a trouvé des adversaires. Et donc au final, la salle était vide aussi parce que il y avait qu'une équipe belge qui était représentée au premier Cage Warriors en Belgique. Donc ça n'avait pas vendu. Et donc moi, après, j'étais allé dire, le problème, c'était ça. Et pour le suivant, le deuxième qu'ils ont fait en Belgique, là on a eu Topuria contre Brian. Là on avait une sous-carte qui était beaucoup plus homogène. Il y avait vraiment des Red Kings, il y avait Team Perfect, il y avait des gars de l'équipe de Tommy Deprez, etc., etc. Donc c'est comme ça. Mais quand tu fais ton événement, quand tu organises ton événement, oui, tu vas vers les gars vers lesquels tu as le plus confiance. Si c'est des gens de ton équipe, so be it. Ouais, c'est ça. Et, mais au moment où on se parle, je ne sais pas si, en France en tout cas, c'est faisable de faire autrement pour toutes ces raisons. Après, est-ce que dans 2 ans, la situation économique aura changé et permettra d'avoir plus de professionnalisme et peut-être peut-être qu'il faut aussi plus de boîtes de management. Moi, tu vois, je m'interroge sur la suite de ce métier et je le dis et peut-être qu'on pourra faire un coach talk là-dessus, mais je me dis, est-ce que ce modèle économique va se développer ou est-ce qu'il est amené à disparaître en fusionnant, en parlant du droit de l'image, en parlant de brand business, c'est-à-dire de mettre en relation aussi. Mais le management
je vais pas trop m'étaler parce que ça fait déjà 53 minutes qu'on fait la vidéo et ça mérite vraiment un sujet à part entière. D'ailleurs, on vous met des pistes et mettez en commentaire ce que vous préféreriez avoir en termes de coach talk tout de suite. Mais je pense que moi, je ne suis pas persuadé que le modèle économique d'aujourd'hui, celui qu'on fait en France et qui existe aussi aux États-Unis, attention, hein, c'est pas un truc que là, je critique pas ce qui se fait en France, je critique ce qui se fait partout, ne doit pas être modifié de façon à avoir des choses qui ressemblent un petit peu plus au football américain et même au football. Aujourd'hui, un agent, il gère aussi l'image, il gère aussi la mise en relation avec les marques. Alors, c'est vrai que au football, c'est plus facile parce que c'est un sport plus populaire. Voilà. Mais la popularité de ce sport, le nôtre, là, on parle du MMA, grandissant, est-ce que tout ça ne doit pas un petit peu se modifier également? Et ça, c'est quelque chose encore de différent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ouais, tu as des boîtes de management qui savent générer suffisamment de revenus que pour passer outre la mise en relation entre promoteurs et combattants. Et qui peuvent commencer à dire, OK, ben, je m'occupe de ta com, je m'occupe de la recherche de tes sponsors, voilà, je m'occupe d'organiser des stages pour toi. Enfin, tu vois, quelque chose effectivement de plus presque personal assistant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est presque de la conciergerie, comme on dit en France, mais je pense que l'avenir, c'est ça. Et plus le match-up, le management matchmaking, tu vois, c'est-à-dire que avant, un manager, bah tiens, Chris, est-ce que tu veux combattre là? Oui, non, pomme. Et on te proposait un truc. Et aujourd'hui, on fait du management de construction de carrière, on fait ça très bien. Mais je pense, moi, que l'avenir, il est dans une pluralité de services rendus et donc d'organisation. Mais ça, c'est un avis perso qu'on pourra développer sur Mais un très prochain talk. En fait, puisqu'on parle d'autres sports et que maintenant on vient d'intégrer la boxe anglaise et que tu as un très beau t-shirt d'ailleurs sur la chaîne, est-ce qu'en boxe, c'est pas justement ça? Tu as des promoteurs qui sont en même temps managers, qui organisent des événements et qui mettent en avant leurs stars pour les faire briller. Et en boxe anglaise, c'est beaucoup plus classique d'avoir des combats à 85-15 favoris un tel par rapport à un tel. Maintenant que tu vis partiellement chez moi, puisque je t'entends à la télé dès que je mets DAZN, force est de constater quand même que sur ces fameuses réunions de top rank ou des trucs comme ça, on dirait le cimetière d'une réserve indienne, quoi. Faut pas déconner. Tu vois, il y a un conflit d'intérêts, puisqu'en boxe anglaise, on sait que pour pouvoir prétendre à un combat bankable, il faut avoir un 20-0 ou un 25-0 ou un 22-0 ou un ensemble de choses. Et tu vois, regarde, Gervonta va revenir à la compétition dans pas très longtemps. Son adversaire a un record vierge et immaculé, mais il a battu personne. Et c'est une réalité. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et du coup, est-ce que c'est une bonne chose, ça, pour la boxe anglaise? Moi, je ne crois pas. Et aujourd'hui, la boxe anglaise, s'il n'y a pas l'Arabie Saoudite qui vient à sa rescousse, elle est quasiment morte. Et moi, je pense que c'est en grande partie à cause de ça, les cartes qui sont peu attractives. Alors, même si, attention, hein, l'Arabie Saoudite, c'est compliqué parce que les concerts entre le main et le co-main, où tu as envie d'aller dormir et que tu n'en peux plus, je ne dis pas que c'est parfait. Mais ils sauvent ce sport de par les oppositions qu'ils mettent et de par les fight cards qui sont plus garnies. Et plus intéressante. Tu vois ce que je veux dire, on va perdre cette politique du zéro, hein, je pense, en boxe anglaise. Vu que maintenant l'Arabie Saoudite permet d'avoir des grosses opportunités plus tôt dans la carrière sur des grosses cartes, parce qu'ils mettent l'argent, bah, les combattants, les boxeurs vont être plus à même d'accepter des challenges plus tôt dans leur carrière. Et il y aura moins cette notion marketing de mettre en avant lui parce qu'il a un palmarès invaincu, mais on mettra plutôt lui parce qu'il est dans le top 10 du magazine The Ring. Et je pense qu'on va arriver là, et ça, c'est beaucoup plus simple pour la boxe anglaise. C'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, on regarde un petit peu ce qui se fait maintenant hors Arabie Saoudite, et ce sont des réunions qui sont un petit peu soporifiques, où la petite pépite de Top Rank ou de n'importe quel autre promoteur qui est en train de monter ce gars-là va se battre contre une personne qui vient pour perdre, clairement. Je ne vais pas l'insulter parce qu'elle monte quand même sur le ring, mais voilà, avec un palmarès négatif et avec tous les adjectifs qu'on peut
qu'on peut dire de cette personne quand on regarde le combat et qu'on écoute ta douce voix sur DAZN. Cela étant, je pense que c'est une mauvaise chose que le MMA devienne comme ça. Il y a encore malheureusement cette culture, au moins du zéro en MMA. On dit voilà, il faut 7-8 combats pour aller au UFC et ceci et cela. Et pareil, on a déjà fait des profils de recrutement de l'UFC. Et c'est ça qui va être compliqué en fait. En dehors de l'amateur, pour les faire s'affronter sur des boîtes de management différentes, ça risque d'être un peu compliqué. Et comme tu l'as très bien dit au niveau de l'Arabie Saoudite, c'est l'argent qui peut régler certaines choses, mais qui est encore trop bas en fait. C'est-à-dire que au moment où on se parle, il y a une boîte de management qui gère ta carrière. Moi, je gère la carrière d'un autre combattant. Vous êtes tous les deux les meilleurs de votre catégorie. Si on te donne beaucoup plus d'argent, tu tentes le challenge. Si c'est la même chose qu'une orga italienne ou belge, ben, tu vas te dire non, 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 on va dans cette orga où je vais maîtriser le match-up. Et c'est de bonne guerre, hein, Chris. Mais ça nuit un petit peu à ce sport. Et souvent, j'entends dire ouais, mais c'est deux pépites françaises, il ne faut pas qu'elles s'affrontent. Minute. C'est pas deux pépites françaises, c'est deux prospects. Et mieux qu'ils s'affrontent maintenant que ce soit un étranger qui les batte. Tu vois, je pense qu'au moins ça fait une sélection. Après, que deux Français ne s'affrontent pas à l'UFC, ça c'est autre chose. Ouais, mais en fait, il y a un côté logique à ça parce que j'en parlais il y a pas longtemps avec Brian. Je vais prendre un exemple pour moi, par exemple. Hein, si tu viens et tu me proposes de faire un combat en MMA et que tu me dis voilà, on donne 500 € pour le combat, je vais te répondre ok, bah, tu me mets une chèvre, tu vois. J'ai pas commencé à m'entraîner comme un taré et voilà, tu me fais combattre contre un gamin de 8 ans, tu vois. Et là, non, mais tu vois, tu me fais combattre où je suis ultra favori. Par contre, tu viens, tu m'allonges une grosse somme, ben, je vais être beaucoup plus à même d'accepter un challenge sportif. Ça me paraît logique. Et peu importe où tu en es dans ta carrière, c'est typiquement ça. Si on vient chez toi, on dit ouais, tu veux pas combattre. Je prends l'exemple de Brian. Voilà, hypothétiquement, tu as un nouvel événement qui se fait à Bruxelles. Tu as le matchmaker qui va le contacter et qui va lui dire ouais, écoute, c'est mon premier événement, tu veux pas combattre chez moi pour 500 balles. Ben, la seule raison pour laquelle Brian accepterait, c'est que c'est une victoire, tu vois, sur papier. Par contre, tu as Ares qui contacte Brian et qui lui dit ouais, tu veux pas affronter. C'est quoi le nouveau champion bantamweight là, qui est très bon, Scott, Lee Scott. Oh. Enfin, vous voyez de qui je parle. C'est un challenge sportif. Brian, il va pas dire oui pour 500 balles. tu mets une grosse somme. Voilà, tu as toujours facteur risque-gain qui doit être considéré là-dedans. Donc voilà, je pense que ça reflète aussi la réalité. L'argent c'est la réalité. Voilà, l'argent peut débloquer des situations et va débloquer des situations en anglaise et potentiellement en MMA d'ici quelques années. Peut et va, je suis d'accord avec toi. Après, voilà. J'ai pas envie de citer d'organisation parce qu'on n'est pas là pour faire le procès de celle-ci, mais je pense que après il faut raison garder dans la construction de carrière et quand même faire des oppositions parce que moi j'essaye vraiment de tout regarder, ce qui se fait, s'il faut même faire un petit pay-per-view, ça m'est déjà arrivé de le faire. Donc j'essaie de regarder ce qui se passe en France, que ce soit sur Fight Nation, que ce soit sur le Twitch d'RMC et sur une chaîne YouTube ou un pay-per-view. Je regarde pour m'informer du niveau, pour m'informer d'un ensemble de choses. Mais il y a quand même des fois où il y a de l'abus, que ce soit en amateur ou en professionnel, au niveau des match-ups. Et ça, il faut le dire, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Et je pense que tu as raison sur le principe que l'argent pourra concerner plus de personnes et pourra faire que des match-ups qui sont aujourd'hui difficiles à faire pour des raisons évoquées précédemment se feront peut-être plus facilement. La preuve en est, Ares qui est arrivé avec des budgets importants à une certaine époque et encore aujourd'hui, a permis d'avoir des affrontements franco-français intéressants. Et le PFL aussi, hein, parce que des Doumbé Baki, c'était intéressant. Les combats d'Axel. Mais voilà, Doumbé Baki, ça a été accepté parce que c'était allongé derrière. Hein. Je connais pas les primes, mais on sait très bien que les primes n'étaient pas petites. C'est ça. Et des Michael Lebou qui a fait son comeback aussi, c'était intéressant à regarder. Et il y a des combats franco-français hyper intéressants. Carla Moussou qui a fini sa carrière à l'ARES aussi. Il y a des trucs intéressants et à chaque fois qu'on les a eus, c'était effectivement l'impact financier qui faisait qu'on les avait. Et je pense que voilà, il faut laisser faire un petit peu le temps. Globalement,
je pense que le prix moyen qu'on donne aux combattants est en augmentation. Et quand je dis le prix moyen, je parle de toutes les organisations. Évidemment qu'il y a des organes qui payent mieux que d'autres au moment où on se parle. Mais je pense que le prix moyen global est intéressant. Et une dernière chose que j'aimerais dire, après je te laisse le mot de la fin. euh, Souvent j'entends des critiques dire ouais, vous n'allez pas passer par la FMMAF parce qu'il y a trop d'examens médicaux, parce que ci, parce que ça. Mais les gars, on a été mal habitués pendant pas mal d'années. Moi, pour ma part, je combattais à l'étranger, mais sur les galas de Pancras, et c'est pas du tout un missile que j'ai envie d'envoyer à la FFKMDA qui a fait le travail, hein, qui a été là pendant des années sur un sport qui n'était même pas autorisé et sur lequel ils avaient eu la bonne idée d'adapter les règles. Mais on ne va pas se battre avec un fond de l'œil. Voilà. C'est pas ça. Parce que, ok, c'est très bien de regarder les yeux, mais il y a le cœur, il y a le cerveau, il y a bon nombre de choses qui se doivent d'être vérifiées. Alors, oui, c'est contraignant. Oui, ça prend du temps. Oui, ça demande de libérer une après-midi et de pouvoir s'organiser. Mais les gars, on ne fait pas du. C'est quoi que tu regardes, toi, Chris? C'est du snooker? On fait pas du snooker. On fait pas du snooker, quoi. On vient, je vais utiliser un mot qui va interpeller les plus jeunes d'entre vous, on vient pour se pétave dans une cage devant des gens, et même si c'est fait avec beaucoup de technique, et avec un game plan et avec les meilleures intentions du monde, la résultante, c'est qu'il peut y avoir un coup de coude plein pot en pleine tête et que la santé des combattants est primordiale. Donc arrêtez Bon. de me dire, ah, je fais pas avec la FMAF, c'est trop chiant, c'est trop de papier, c'est Non, trop de machin. ça c'est un On parle argument. de combattants. Ouais, je déteste entendre ça parce que oui, on a tous la même réflexion. Moi aussi, quand j'ai organisé via la sueur, j'étais là, j'aurais eu tellement plus facile. C'est vraiment ça, j'aurais eu plus facile de ne pas organiser via la FMMAF parce que les short notice, j'en aurais trouvé plus facilement parce que là, je devais trouver que des gars qui avaient le grade vert, ça t'enlève déjà une partie d'eux, etc., etc. Et donc, justement, si vous voulez combattre en France, passez votre grade vert, s'il vous plaît, ça facilite vos opportunités et le travail des matchmakers. Mais tu joues pas avec ça. Tu choisis la facilité et puis tu as un mort. C'est ça, c'est ça. Et je peux parler en connaissance de cause. On a dû annuler la demi-finale de Grit au PFL l'année passée parce que l'IRM a montré un mini anévrisme. Avec Brian, on n'a même pas hésité. Je sais que certaines personnes auraient été chercher l'avis d'un autre chirurgien, un autre neurologue chirurgien, peu importe. Non, on fait pas ça. Il y a fin de carrière, point barre. Tu prends pas ce risque et c'est à ça que ça sert. Et donc, imagine, le PFL, il faisait pas ça. Peut-être qu'elle est plus Voilà. là, Grit. Voilà, c'est juste ça. Donc non, la FMMF, oui, c'est un peu plus chronophage, oui, c'est un peu plus long, oui, c'est un peu plus administratif. Mais il y a une sécurité derrière, il y a une garantie derrière. La garantie la plus importante, celle que les combattants sont aptes physiquement et en termes de santé à combattre et vont sortir vivants de la cage. C'est le plus important. C'est ça. Et voilà, donc il y a des vieilles rengaines sur lesquelles il faut revenir. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ce sport doit se professionnaliser, tant au niveau des combattants qu'au niveau de leur entourage. Et, et si vous voulez, parce que souvent j'entends des coachs qui disent oui, mais tu dis que c'est bien d'avoir une boîte de management, mais moi je veux pas qu'ils signent trop vite. Ok, bah alors les entraîneurs, faites votre travail. Ouais, C'est-à-dire que tu veux pas que ton gars ait un manager parce que c'est le début de la carrière et tu te sens capable de l'orienter par tes relations. Et là, je parle à tous les entraîneurs de France et de Navarre. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre ça. Ton gars est bon, il a fait la MMA League, il va passer pro et tu te dis, moi, c'est bon, le début de carrière, je peux le faire moi-même, j'ai des relations. Très bien. Eh bien, c'est au travail du coach de le faire, d'envoyer les photos, de faire les papiers médicaux et d'être réactif au contrôle et si à la demande pardon, des organisateurs. Et si tu veux attendre qu'il soit à l'UFC ou même pas d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de manager du tout parce que tu as les contacts nécessaires, ok, mais fais le travail correctement de ton côté, obtiens de la réactivité et de l'efficience dans le travail et facilite le boulot de matchmaker et personne n'ira chercher et dans les c'est boîtes de faisable, management. hein. C'est Bien faisable. sûr, c'est Enfin, faisable. parce que je prendrai évidemment mon exemple, mais comme je le disais, quand j'organisais des événements, je travaillais full time, je donnais cours aux Red Kings et j'étais leur manager en même temps. Je, Ouais, mais je pense je que faisais tout ça aujourd'hui, et si tu es un petit peu en organisé, tu peux. ouais, tu c'est pas si pas pour tirer sur les managers, mais c'est pas un métier si compliqué en début de carrière, hein. C'est juste Non, être poli, être humain, être un peu fort dans les négociations, prendre le temps de relire des contrats.
mettre son ego de côté quand on a une compétence qui manque, faire appel à un avocat. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui peuvent aider aussi. C'est pas, il faut juste pouvoir prendre le temps et se rendre compte de la responsabilité que c'est. Si un athlète met sa confiance en vous pour le management, vous avez plutôt intérêt à trouver les meilleures opportunités par rapport à ses objectifs, pas par rapport à vos intérêts. C'est juste ça la règle. C'est très juste ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de pseudo-conseillers. J'ai entendu tellement de conneries autour de moi. Ouais, ce papier, il l'a signé et c'est un gros trou abyssal au niveau du droit. Ça respecte pas. Ouais, mais les gars, aidez-vous, entourez-vous des bonnes personnes. N'hésitez pas à aller voir un avocat. Alors, ils sont pas tous à 300 balles de l'heure. Il y a des mecs comme dans tous les métiers, un avocat qui va démarrer sa carrière, il va avoir un tarif inférieur à celui d'un mec qui est déjà hyper connu sur le milieu. Mais au moins, il vaut mieux, croyez-moi, demander à un avocat qui vient d'avoir son diplôme de droit que de demander à votre copain qui gère votre Instagram et qui s'occupe de mettre des vidéos sur YouTube, qui ne connaîtra rien de la législation des risques que tu prends à signer un contrat qui est un engagement mutuel et qui peut amener loin dans la servitude et dans l'exploitation. Donc, il y a une prise de conscience qui doit être faite parce que notre sport grossit, parce que notre sport est en train de devenir mainstream. Et j'aime bien le dire sur Fightmind parce que je sais qu'on a une pluralité des gens qui nous écoutent et qu'il y a des fighters, des amateurs, des professionnels, des coachs. Des coachs, beaucoup de coachs, puisque je reçois pas mal de messages et de questions. Et il y a effectivement, il y a des amateurs, comment je dis, des amateurs, des fans, pardon pour le terme. Et c'est vrai que ce coach va peut-être, la deuxième partie en tout cas de ce coach va peut-être un petit peu moins plaire aux fans, bien que c'est bien d'avoir des insides, de trucs comme ça, mais je pense que c'est important de le savoir et qu'aujourd'hui, on doit être les acteurs du changement, c'est nous, et qu'il faut le faire de façon intelligente. Il ne faut pas juste tirer sur les matchmakers, sur les boîtes de management et sur les organisations. Oui, non, il faut conscientiser, professionnaliser, c'est juste ça, et c'est encore nouveau, donc il y a des erreurs qui vont être faites. Il faut juste assumer les erreurs et réfléchir à comment ne plus les commettre, tout simplement. L'erreur est humaine, tout le monde va faire des erreurs. Moi, c'est ça que je dis tout le temps. Quand je fais une erreur, je l'accepte parce que si j'en fais pas, je suis Dieu. Ça me dérangerait pas, hein, mais on fait tous des erreurs. Mais il y a ceux qui refusent d'accepter qu'ils les font et pointent ailleurs. Et puis il y a ceux qui acceptent, ouais, je suis humain, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je fais pour rectifier l'erreur et qu'est-ce que je fais pour ne plus la faire? Juste. On clôture là-dessus? Ouais, je pense que c'est pas mal. Alric, merci. À très vite. Merci mon Chris. À très vite. Faites-nous suivre en commentaire les orientations que vous voulez pour les prochains Coach Talk et on en tiendra compte avec grand plaisir. Salut à tous. Ciao.